Bonjour à tous, on va parler un petit peu de créature design et de monstres dans le jeu de rôle. Alors merci aux organisateurs et aux organisatrices, ravi d'être là pour vous parler un petit peu de tout ça. J'ai repris évidemment le titre de l'aide de jeu qu'on connaît tous dans Casus Belli pour initier, en fait, plutôt introduire cette notion d'évolution du monstre donc depuis 50 ans dans le jeu vidéo. Alors le monstre, effectivement, rien ne vaut une bonne partie de jeu de rôle avec un ou plusieurs monstres. Le monstre, c'est quoi? C'est une entité d'altérité que l'on rencontre dans le jeu vidéo. Nos personnages, en fait, incarnés, le fuient, le combattent ou l'évitent. Et le monstre est important parce qu'il permet justement aux personnages d'évoluer, d'acquérir des points d'expérience, éventuellement des trésors, et d'évoluer lui-même, en fait, dans le jeu. Alors, le monstre est partout, finalement, dans le jeu de rôle, au détour d'un labyrinthe, dans une grotte, dans un donjon, évidemment, dans une forêt. Il nous pousse un petit peu à nous retrancher dans nos comportements parfois les plus sombres ou les plus fourbes en fonction du personnage que vous incarnez. Et le monstre, pour aider les MJ à les créer, bénéficie en fait de toute une panoplie de clés pour pouvoir être créé dans le jeu de rôle. Donc là, j'ai mis le manuel des monstres des règles avancées de Donjons et Dragons, Devine, qui vient dîner ce soir, évidemment, dans Casus Belli. Mais un monstre, c'est aussi, avant tout, au niveau étymologique du terme, quelque chose, une entité, en fait, qui avertit de quelque chose, justement, et monstrum, c'est montrer, exhibé en fait en grec ou en latin, je ne sais plus exactement. Donc quand on fait une sorte d'anatomie comparée du monstre dans le jeu vidéo depuis 50 ans, alors jeu vidéo au sens presque transmédiatique du terme, parce que l'iconographie imaginaire du jeu vidéo, elle est aussi réelle et figurée, c'est le cas de le dire, sous la forme de figurines, ou de dessins, ou d'études, ou de films, d'adaptations plutôt, il faudrait parler, ou d'œuvres d'art. Je pense à Nicolas Fructus aussi, qui doit exposer pas très loin, il me semble, dans le cadre de ce colloque. Donc on a des formes diverses et variées de monstres qui vont du monstre classique, emprunté de différentes mythologies, plus ou moins anciennes, plus ou moins antiques, plus ou moins revisitées, comme des cyclopes, des sphinx ou des chimères au sens très large. C'est-à-dire vous prenez différentes parties de corps, d'organismes différents, et vous composez ça d'une manière très artificielle pour faire une entité, une espèce exotique qui va pouvoir permettre justement d'être confronté au personnage. Alors, le monstre un peu classique, de type chimérique en termes de créature design dans le jeu de rôle, il y a l'oursibou notamment, mais il n'y a pas que lui. J'ai mis aussi, pour sortir un petit peu du registre classique d'Heroic Fantasy, des formations presque ludiques obligent, en tant qu'ancien joueur d'AD&D et joueur épisodique de RPG, on sort un petit peu du contexte d'Heroic Fantasy, et à droite vous avez une des entités en fait Lovecraftiennes justement, où vous avez quelque part une reconstitution ou une reconstruction plutôt d'espèces chimériques, du coup issues d'une mythologie plus moderne, et effectivement on est chez Lovecraft, mais qui reste humanoïde, alors géante, défiant les lois d'ailleurs de la gravité, de la physique, et composé aussi de parties du corps empruntées d'autres organismes avec des tentacules péribucaux, éventuellement des caractères de proboscidiens, c'est-à-dire d'éléphants géants aussi. Donc on retrouve un petit peu des mixtes, ou pas, parce que le monstre, c'est aussi des espèces puisées des mondes disparus que l'on confronte en fait aux joueurs, ou des entités qui sont, j'ai envie de dire, réellement créées. C'est un petit peu paradoxal, mais on a ici le fameux œil géant, le beholder. On a cette entité de super œil dichotomique, parce qu'on va affubler en fait un œil géant globuleux, volant, on ne sait pas trop, bon, c'est magique, effectivement, par dichotomie des appendices avec des yeux dessus. On voit aussi une évolution graphique depuis le manuel ou les manuels des monstres jusqu'à une vision un peu plus réaliste. En fait, on voit que le réalisme, voire l'hyper-réalisme en fait dans le monstre, dans le jeu de rôle, il est très présent.
On peut comparer aussi différentes entités humanoïdes avec des élémentaux, des orques ou des golems. Et le but, c'est de mettre un petit peu d'ordre, si je puis dire, dans tout ça, comme je le fais en tant que paléontologue au CNRS. Quand je trouve un fossile entre deux strates géologiques, je vais essayer de le décrire d'une manière anatomique la plus précise possible et de replacer l'espèce fossilisée dans son contexte évolutif. Et finalement, appliquer ça au creature design, ça va rendre d'autant plus réaliste, finalement, le monstre, l'entité biologique que vous allez représenter. Alors pour ça, on utilise des méthodes diverses et variées, notamment l'anatomie comparée, que l'on doit, entre autres, à Georges Cuvier, un naturaliste français, qui, un des premiers, a comparé en fait des éléments de corps, entre guillemets, dissociés pour mieux étudier ce qu'on appelle les homologies de structure, patte avant, patte arrière, vertèbres, crâne, etc. Mais avant Cuvier, il y avait en fait un médecin anglais, Edward Tyson, qui le premier a comparé, alors non pas des structures osseuses ou des structures en fait adaptatives, mais des cerveaux tout simplement de différents primates, y compris l'humain, pour essayer de mieux comprendre l'évolution de notre complexe cérébromoteur. Donc si on applique en fait ces méthodes d'anatomie comparée aux monstres, on peut partir donc de cette représentation où on va essayer de dresser des liens de parenté entre ces espèces imaginaires, des liens de parenté qui ne sont pas directement hérités d'une manière réelle, mais qui vont permettre de mieux comprendre un petit peu, par exemple, là, si on considère en fait des caractères morphologiques dérivés, comme la présence de naseaux, des os en fait qui sont présents au niveau du crâne, supposés bien sûr, et des vertèbres cervicales, on va pouvoir faire des groupes en fait, pour nous aider à faire un peu plus de réalisme, encore une fois, dans le creature design, exactement comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire, chez ce qu'on appelait les poissons autrefois. On a des caractères dérivés partagés. La présence de vertèbres est typique d'un groupe qu'on appelle un clade naturel dans le vivant, les vertébrés justement. Et puis au sein des vertébrés, vous avez les gnatostomes qui sont représentés par la présence d'une mâchoire plus ou moins articulée. Donc on passe en fait de cette conception évolutive très basique, qui est celle-là où on va regrouper des espèces en fonction de leur similitude, à une classification un peu plus raisonnée, où là, l'humain est plus proche en fait d'un autre poisson entre guillemets que du reste, parce que les deux organismes-là présentent en fait un caractère dérivé qu'on appelle une nageoire charnue, avec une articulation monobasale qui est celle de notre épaule tout simplement, et qui va marquer en fait le groupe. Donc si on applique ces méthodes-là à différents types de monstres, ici un canon du creature design qui est les illithides. Alors notez d'ailleurs que illithide, le suffixe évoque clairement la classification systématique biologique réelle, puisque idae en latin, c'est la famille. Donc on peut supposer que cette entité-là est constituée de plusieurs genres, eux-mêmes constitués de plusieurs espèces. Donc c'est intéressant. Alors on a encore une fois une évolution graphique et on peut mélanger évolution morphologique du creature design de cette espèce, enfin de ce groupe-là, avec leur évolution graphique. Voilà ce que ça peut donner. En gros, avec peut-être le rajout de traitement 3D ou presque 3D, la mise en couleur évidemment, et puis en termes de caractères dérivés, ils ne peuvent pas être forcément qu'anatomiques ou morpho-anatomiques, ils peuvent être aussi puisés, comme on l'a fait pour une classification des super-héros, en fonction des pouvoirs ou des super-pouvoirs que présentent les entités. Quand on sort un petit peu du corpus des jeux vidéo, on peut prendre un petit peu de distance et regarder cette arme de classification des espèces qu'on a reprise dans le livre qu'on a écrit tous les deux, illustré notamment par Arnaud Raphaëlian, Anatomie comparée des espèces imaginaires, c'était un petit peu la page de pub, où dans ce livre-là, je reprends toutes les entités, alors bande dessinée, mythologie, science-fiction, super-héros, et je m'amuse en fait à expliciter les méthodes d'investigation scientifique qui peuvent se cacher derrière. Le jeu de rôle peut être aussi un excellent corpus pour diffuser les connaissances, et les deux communications précédentes parlaient de Lovecraft. Tout à l'heure, il y a les communications de tout à l'heure, mais en décembre,
il y a un congrès sur Lovecraft et les sciences à Poitiers, qui doit être co-organisé par Daniel, entre autres. Et donc, il sera question de quelles sont, parce que Lovecraft utilisait beaucoup les sciences dans sa fiction, sans mauvais jeu de mots, mais on a affaire à des anthropologues, des paléontologues, des astrophysiciens, etc. Donc, on peut aussi parler de science grâce à la culture des mondes imaginaires. Alors, évidemment, quand on revient dans le corpus de AD&D, comme son nom l'indique, Advanced Dungeons and Dragons, le dragon, c'est aussi l'espèce un peu classique, plus ou moins monstrueuse, héritée de notre culture occidentale ici, où vous avez en fait une huile derrière moi de Raphaël qui est visible au Louvre. On est en 1504, où on voit Saint-Georges, dragonnier respectable, en train de latter tranquillement une entité bizarroïde, pas très grande au passage, même de taille plutôt métrique, mais avec une morphologie particulière. 3 paires en fait d'appendices. Vous avez des pattes avant, des pattes arrière, une paire d'ailes, une tête un petit peu de chien, des ailes de chauve-souris. On est vraiment dans la représentation hyper classique et tradie en fait du dragon, au contraire de la représentation asiatique, où le dragon déjà, il est représenté sous forme de dents, de restes fossiles qui seraient eux-mêmes à l'origine en fait de la description ou de la mythologie asiatique des dragons. Dragons asiatiques qui ont des tailles, des formes et des textures complètement, des couleurs complètement différentes. Donc si on continue à balayer cette espèce de dracodiversité, dans le jeu de rôle, on peut proposer une classification en fonction des couleurs, dragon bleu, dragon vert, dragon rouge, dragon d'or si vous êtes high level, etc. Dragon de glace, dragon blanc, évidemment. Et ces couleurs-là, on va le voir, sont directement le reflet d'environnement. Le dragon blanc, c'est la glace. Le dragon rouge, c'est le feu, le milieu cavernicole. Le dragon bleu, c'est l'élément céleste. Typiquement, on est dans un concept très lamarckien, en fait, de l'entité biologique qui est parfaitement, le terme n'existe pas en biologie, mais parfaitement adapté à son environnement. Alors, en termes de morphologie, le dragon est intéressant de voir que c'est une entité aussi qui évolue au niveau creature design, parce que là, vous avez un peu le dragon typique, Heroic Fantasy, et pour cause, c'est le dragon de Tolkien. Ouf. Dans le Hobbit, Tolkien décrit Smaug comme un des derniers représentants en fait de l'espèce de dragon en Terre du Milieu. Et Tolkien était auteur, on le sait tous, linguiste, on le sait aussi, philologue, mais aussi illustrateur. Et il a lui-même illustré certaines de ses éditions. Vous avez ici un dessin made by Tolkien de dragon, de Smaug, où on voit Bilbo en bon cambrioleur, justement, qui se respecte en mode furtif, essayer de choper l'Arkenstone dans cet immense trésor jalousement gardé par cette entité reptilienne. Entité reptilienne intéressante, on voit tout de suite que c'est un reptile parce que c'est écailleux, ça a des pattes griffues, ça a des dents pointues, éventuellement des cornes ou des espèces d'excroissances de type oreilles plus ou moins pointues, une queue fourchue, etc. On pourrait vraiment allonger la liste de caractères reptiliens. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de constater qu'on a une entité avec des pattes avant. Alors les pattes arrière, là, sont cachées en fait sous le trésor, mais si vous reprenez une autre illustration de Tolkien, vous avez les pattes avant ici, les pattes arrière et une paire d'ailes. Si vous êtes dans le groupe des reptiles, ça ne marche pas. Dans la nature actuelle, est-ce que vous connaissez des organismes à 3 paires de membres ? Les insectes. Les insectes, les colamboles, appartiennent à un groupe justement qu'on appelle les hexapodes, qui sont constitués et caractérisés par 3 paires d'appendices. Alors on peut rajouter une paire facilement si vous êtes de type arthropode, c'est-à-dire insectes, crustacés et compagnie. Votre morphogénèse est beaucoup plus plastique qu'une morphogénèse de type vertébré,
Donc, c'est pas évident de rajouter une paire d'ailes à un organisme tétrapode qui a déjà en fait 4 pattes. Donc là se posent aussi des questions de comparaison en termes de développement et de croissance en fait des membres. Par contre, si vous regardez l'évolution, on va dire graphique et notamment cinématographique de Smaug chez Peter Jackson, vous allez retrouver une forme complètement aberrante en termes de taille, démesurée, notamment avec cette petite échelle qui est là. C'est pas chercher Charlie dans l'image, c'est chercher Bilbo. Et puis là, on voit que les pattes avant, il n'y a plus des pattes avant, des pattes arrière et des ailes. Il y a des pattes avant et des pattes arrière, basta. Et là, on a vraiment des ailes qui sont des membres antérieurs transformés, a priori par sélection naturelle darwinienne, à des fins en fait de locomotion aérienne. Un petit peu comme chez les chauves-souris, finalement. Et quand on se tourne dans la réalité, qu'elle soit actuelle ou passée, on voit que la sélection naturelle en question a retenu au cours de l'évolution plusieurs groupes, alors essentiellement vertébrés ici, mais plusieurs groupes qui se sont adaptés en fait au vol de manière différente. Ces 3 formes de vie-là n'ont pas grand-chose à voir entre elles, c'est-à-dire elles n'ont pas d'ancêtre commun direct, mais elles volent toutes les 3 avec un bricolage adaptatif propre à leur groupe. Les ptérodactyles sont caractérisés par le doigt 4, donc l'annulaire chez nous, qui est hyper développé. Il y a 4 phalanges hyper allongées qui soutiennent en fait une membrane dermique que l'on connaît bien à l'état fossile. Les chauves-souris, on le sait bien, ça se voit la nuit, mais ça se voit quand même. Il y a 4-5 doigts hyper allongés pour soutenir en fait le même type de membrane. Et puis les oiseaux optent pour une 3e ou une autre, on va dire, solution, qui est la fusion de certains doigts et puis l'apparition d'écailles dichotomiques hyper allongées, que sont les plumes, et qui n'avaient pas de fonction volante à l'époque des dinosaures. Les premières plumes sont apparues pour mieux thermoréguler, c'est-à-dire maintenir la température corporelle constante, et secondairement, vous avez une perte de fonction ou une saturation de fonction thermorégulatrice au cours de l'allongement évolutif de l'écaille, et l'apparition d'une autre fonction de type portance qui va permettre à l'animal peut-être aussi de mieux communiquer en même temps, mais en tout cas de lutter entre guillemets contre la pesanteur. C'est une force qui s'exerce vers le haut, qui s'oppose à notre poids par effet de masse. La masse multipliée par la gravité, ça fait le poids. Et pour voler, quelle que soit votre taille, quelle que soit votre envergure, vous devez, en fait, quelle que soit votre vitesse, vous devez générer cette force verticale qui fait que certains avions, c'est mieux de dire tous les avions, sont capables de voler à des vitesses différentes. Alors, justement, ces vitesses sont importantes en termes de vol parce que quand on regarde un petit peu au niveau biophysique, la portance, cette force-là, elle est proportionnelle effectivement à la viscosité de l'air, à la surface de votre aile. Plus vous avez une grande aile, plus vous êtes susceptible de voler, mais surtout, elle est proportionnelle à votre vitesse, et même au carré de la vitesse. Donc plus vous allez vite, plus vous avez des chances de voler. Mais ça ne suffit pas. Il vous faut aussi, en termes de biologie, des clés pour pouvoir imaginer des dragons voler. Quand vous disséquez en fait une dinde ou un faucon ou n'importe quel dinosaure à plumes, n'importe quel oiseau, vous allez observer que les poumons sont hypertrophiés et que dans le corps de ces organismes-là, c'est truffé de sacs aériens. C'est des stratégies d'allègement, en fait, tout simplement de structure. Les sacs aériens sont dispatchés un petit peu partout dans le corps de cet oiseau. Et puis, on peut aussi observer que les os sont creux ou très spongieux chez les formes volantes. Que vous soyez ptérosaure, a priori dragon, ou chiroptère, c'est-à-dire chauve-souris ou oiseau, vous avez une médula, c'est-à-dire une zone centrale au niveau cortical, au niveau de l'os, qui est creuse. Ça se voit. En fait, pour ceux qui mangent de la viande, quand vous cassez un os de poulet, c'est creux.
les structures d'allègement. Structure d'allègement intéressante parce que l'évolution des espèces retient des formes toujours qui nous épatent, qu'elles soient vivantes aujourd'hui ou passées. Pensez au ptérosaure géant qui était le Quetzalcoatlus, petit clin d'œil des collègues paléontologues justement à la divinité mésoaméricaine du dieu Quetzalcoatl, des Aztèques ou des Olmecs, je ne sais plus exactement. On a une envergure estimée, alors je dis estimée parce que le squelette complet n'est pas connu à 100%, c'est le cas de le dire, mais on est à peu près à 10 mètres d'envergure. C'est grand comme un petit avion, et ça volait. C'est l'animal le plus grand, jamais retenu, enfin que la Terre n'ait jamais hébergé finalement. À côté de lui, vous avez Argentavis du Miocène, donc c'est un oiseau géant, encore plus grand que l'albatros, qui vivait dans les Andes de l'époque, il y a une petite dizaine de millions d'années. Ça, c'est pour les vertébrés, dont on parlait tout à l'heure. Par contre, si vous êtes invertébré, vous pouvez aussi développer des tailles considérables, comme cette Méganora, une petite libellule de 70 cm d'envergure, qui évoluait dans le ciel de la Pangée à l'époque, il y a 300 millions d'années. Et les dragons des jeux de rôle font directement, souvent, en tout cas référence à ce groupe-là, qui est le groupe des ptérosaures, qui présente lui-même une grande diversité. On parle de diversité en nombre d'espèces et de disparité en ce qui concerne les variations de forme. Vous avez des grands, Quetzalcoatlus, des petits, comme par exemple Anurognathus, qui était grand comme un moineau, avec un vol battu, et une membrane de type dragon, si je puis dire, ou de type chauve-souris. Mais c'est pas tout. Les dragons typiques de l'heroic fantasy sont constitués d'écailles, de pointes, de bosses. C'est ce qu'on appelle des ostéodermes. Ce sont des excroissances en fait ossifiées plus ou moins pointues qui existent dans la nature actuelle, comme chez ce petit lézard australien, ou dans la nature disparue, comme chez les grands dinosaures cératopsiens, c'est le groupe des tricératops. Et par contre, les dragons de nos jeux de rôle, en tout cas la plupart, en ce qui concerne encore une fois l'heroic fantasy ou le médiéval fantastique, sont dotés d'une puissance de feu particulière, c'est le cas de le dire. J'ai repris une image, on n'est pas dans un jeu de rôle, on est dans Game of Thrones ici. Une particularité, c'est ce pouvoir presque magique en fait de cracher du feu. Alors, pouvoir qu'on a essayé de rationaliser avec l'illustrateur Arnaud Raphaëlian. Il y a plusieurs solutions pour imaginer une sorte de reptile tétrapode capable de cracher du feu. On peut imaginer que les dents soient constituées de malachite en haut ou en bas, et puis de silex, les deux éléments qui vont générer l'étincelle et que nos ancêtres Pithèques utilisaient pour faire du feu, et puis des poches de gaz qui, par éruption, en fait, pourraient générer suffisamment de pression pour cracher du feu. Alors, ça suppose des muqueuses hyper résistantes. On parle de thermophilie pour résister justement à ces températures-là. Mais ça existe. Alors, ça n'existe pas vraiment sous forme de feu par la bouche. Ça existe sous forme de liquide inflammable par le rectum chez les insectes. Il y a des petits carabes comme celui-là qui sont capables, qui sécrètent en fait dans deux poches distinctes du peroxyde d'hydrogène et de l'hydroquinone qui est balancé en fait en cas d'attaque, et le mélange est exothermique. Et je peux vous dire que le prédateur, il y a même une vidéo sur YouTube où vous avez un crapaud qui bouffe en fait ce carabe-là. Bon, il n'a pas eu le temps de cracher avant, mais on voit le crapaud qui est très mal et qui régurgite vivant le carabe, le coléoptère qui se balade et qui va vivre sa vie, quoi. Donc on passe en fait en 50 ans à des entités qui servaient juste quasi presque à faire au début du level up ou des monsters parties comme on a tous pratiqué, à des organismes grâce notamment au numérique, à la 3D, à ZBrush, beaucoup plus réalistes en termes de représentation, mais aussi en termes de biologie, puisque on a des entités qui font partie en fait d'écosystèmes complets.
où on a des aides de jeu ou des données factuelles associées au jeu de rôle, au RPG notamment, où vous pouvez tout savoir sur les populations de dragons, les individus en question, comment se reproduisent-ils, d'où viennent-ils en termes d'évolution des espèces, en termes de biogéographie, et parfois, finalement, je terminerai là-dessus, on se rend compte que le monstre dans le jeu vidéo n'est pas forcément celui qu'on le croit. Merci. Merci beaucoup. Des questions peut-être dans le public ? Merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais à quel point ces anatomies des monstres, elle est conscientisée par les auteurs et les concepteurs des monstres. À quel point est-ce que c'est une volonté ? Parce qu'on peut entrevoir dans beaucoup d'œuvres, vous présentez certains jeux vidéo ou autres, qu'il y a une volonté encyclopédique derrière, et c'est très présent dans le jeu de rôle notamment, dans la structure même du livre de jeu de rôle extrêmement encyclopédique. Mais à quel point est-ce qu'il y a une véritable volonté de représenter une anatomie cohérente ou dérivée ou autre, ou adaptée au milieu ou quoi que ce soit, ou alors évolutive ? Ou à quel point est-ce qu'en fait elle se laisse influencer par des auteurs qui ont déjà fixé ça. Je pense à Tolkien typiquement, qui a énormément influencé la fantasy. À quel point est-ce que par exemple les dragons qu'on représente actuellement et qui ont l'air bien plus réalistes ou quoi, est-ce que c'est pas juste parce qu'ils sont plus beaux, plus fidèles, etc., et que du coup on va juste faire des chimères d'animaux existants et pas la construction d'une anatomie viable d'un monstre imaginaire? Alors il y a un petit peu les deux, parce que pour certains auteurs, Tolkien, il a blindé, entre guillemets, sa géographie, sa linguistique, et même il a créé, en fait, la carte. Il y a plusieurs versions, d'ailleurs, de carte de Terre du Milieu, qu'il a lui-même dessiné, corrigé, etc. Plus son arbre d'évolution des langues, pas kelfique, d'ailleurs, il y a le Entish, etc. Et ensuite, il a, comme s'il s'agissait d'un plateau, posé des personnages et inventé 2-3 scénars, et ça a donné d'abord le Hobbit, et puis ensuite le Seigneur des Anneaux 20 ans après, quand même. Et puis l'éditeur derrière le poussait un petit peu pour qu'il accouche d'une exégèse de son univers un peu plus touffu. Mais en termes de biologie et de creature design, Tolkien ne décrivait très peu. Et donc il y a deux stratégies. Soit vous êtes full dans les données factuelles qui vont développer votre suspension, cette fameuse suspension d'incrédulité, qui va vous permettre d'être dans la fiction, de vivre la fiction. Donc là, plus il y a de données factuelles, cartographiques, biogéographiques, ontogénétiques, c'est-à-dire sur le développement des espèces, etc., plus on y est. Ou alors, à l'inverse, une suggestion suffit. Alors là, on est plus dans le registre du jeu de rôle horrifique, ou alors de l'entité anxiogène comme Alien, par exemple, dans le premier film, Ridley Scott, on le voit très peu. Tolkien décrivait finalement, succinctement, effectivement, les entités biologiques. Il nous donne des repères, des grands oiseaux, des arbres très lents qui parlent et qui se révoltent. Il y a d'ailleurs une jolie allégorie écologique dans Tolkien qui monte finalement des entités issues des mondes anciens et de la forêt contre des entités industrialisées et presque hyper capitalistes et belliqueuses. Donc ça dépend un petit peu des stratégies et des auteurs, et je pense aussi des maîtres de jeu. Mais en tout cas, plus les mondes sont construits et documentés, plus ça peut servir pour diffuser les connaissances. Bonjour. Merci pour la présentation. Je voulais vous poser la question en fait du rôle de l'image en fait dans la construction justement de ces monstres, parce que
Vous avez plusieurs fois corrélé en fait leur réalisme déjà, premièrement. Ensuite, vous avez corrélé leur évolution avec l'évolution graphique. Donc en fait, je me demande en quoi finalement l'image, l'illustrateur, en fait, il va aussi être un garant finalement de cette biologie plus ou moins réaliste en fait du monstre, parce qu'en fait finalement, je finis sur ça. Smaug, en fait, il paraît plus réaliste dans sa dernière version, peut-être aussi parce que les illustrateurs avaient des meilleures techniques, des meilleures connaissances anatomiques pour leur art que Tolkien n'en avait en fait. Voilà. Oui, exactement. La méthode, si je puis dire, graphique ou la technique artistique aide au creature design. La 3D permet vraiment de faire le tour, c'est le cas de le dire, hein, de l'organisme, de le disséquer par couches successives. J'ai travaillé pas mal en paléo-art, donc en reconstitution de dinosaures ou autres, en fait, et je travaille avec des artistes naturalistes qui sont à la fois artistes, capables de proposer une vue d'artiste en fait des espèces disparues, mais aussi naturalistes qui ont des connaissances, alors soit en tant qu'autodidacte, soit en tant que quasi universitaire ou diplômé en sciences naturelles. Et dans l'industrie du jeu vidéo ou dans l'industrie cinématographique à Hollywood, quasiment tous les creature designers ont des diplômes de biologie, de zoologie, et je pense par exemple à James Barlow, qui est un fameux, très connu creature designer qui a travaillé avec Del Toro, Guillermo par exemple, pour faire des kaijus, entre autres, dans Pacific Rim, le premier, parce que le deuxième, on va éviter d'en parler. Mais voilà. Et alors, il y a aussi des effets de mode. Il y a la technique qui aide. Il y a la compréhension factuelle de l'organisme, mais il y a quand même aussi des effets de mode, et c'est logique. En ce moment, et depuis quelques années, la mode est à la phospholuminescence, confère Avatar, par exemple, ou les kaijus en question. Mais la texture aussi peut aider, finalement, à mieux comprendre aussi l'organisme. Et je n'ai pas d'action chez Pixologic, mais merci ZBrush aussi, qui propose un panel de textures quasi indéfinies pour composer en fait des monstres, entre autres. Le côté tenter de faire un dragon réaliste qui crache du feu, etc., ça m'a fait penser à chez Pratchett, où il s'est posé la question, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec un dragon dans un univers qui pourtant est magique, mais un dragon réaliste, et bon, ça fonctionne pas. Et il finit par dire, la raison pour laquelle on a ces images de dragons, c'est assumer, c'est de la magie, ça ne peut pas fonctionner. Et après, c'est toute l'enquête du bouquin de comment ça fonctionne, mais ça a quand même donné des planches d'illustration, je crois que c'était pour le dernier héros ou quelque chose comme ça, où on a une double page de différentes morphologies de dragons comme des espèces de chiens, parce que c'est traité comme des chiens, avec des images de coupe et tenter de faire fonctionner le truc, et ça ne fonctionne toujours pas, mais c'est ça la blague. Donc au final, est-ce que le côté de vouloir du réalisme pour des monstres n'est pas mieux traité quand on assume que ça ne fait aucun sens, que c'est absurde et qu'on met juste des trucs pour rigoler qui sont absurdes, mais qui sur le papier sonnent bien, comme des noix en silex. Oui. Il y a un effet de seuil, toujours pareil, au-delà, comme ce qu'on appelle nous l'exaptation, c'est-à-dire le changement de fonction, comme je l'expliquais avec la plume, enfin l'écaille qui passe de la plume et la fonction thermorégulatrice qui passe à la fonction volante. Il y a un effet de seuil, on va dire analogue. Trop de données factuelles tuent le monstre. Donc il faut doser, en fait, et parfois il faut mélanger un peu les deux techniques entre la suggestion d'une origine lointaine, vague, comme le fait très bien Lovecraft. Quand vous prenez des descriptions de Lovecraft, c'est ça ressemble à des articles de description paléontologique de cnidaires géants du Dévonien, quoi. C'est la présence d'articles radio centrés qui partent en excroissance dichotomique. On ne sait pas trop si c'est congelé ou fossilisé ou les deux à la fois. C'est hyper documenté, mais en même temps, on n'a pas une vision globale de l'organisme. On est dans des ambiances anxiogènes, claustrophobes, putride, et voilà, je pense que le dosage il est là, quoi.
Merci beaucoup pour cette intervention et puis pour Merci. les questions.